Salut à tous les amis, c'est Axel de la chaîne WW Fan France. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Alors je tiens à m'excuser, hein, là il est 7h07 exactement. Donc excusez-moi si j'ai le visage un peu fatigué et tout. Voilà, je tourne cette vidéo avant de partir au boulot là ce matin. J'ai pas eu le temps de la tourner hier, mais je tenais absolument à parler avec vous de ce pay-per-view de Backlash 2020 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va évidemment revenir sur ce match entre Randy Orton et Edge et je vais reparcourir avec vous toute la carte et vous donner mon avis au fur et à mesure. Et bien écoutez, commençons dès maintenant avec le premier match de la soirée, c'est parti. Alors le premier match de la soirée, il était dans le kick-off, c'était Apollo Crews contre Andrade, donc bon, c'est un petit peu dommage, je trouve que ce match a été déplacé dans le kick-off, je pense qu'il aurait eu sa place dans la carte principale, donc on a eu un match assez court, 7 minutes, je pense qu'il y avait moyen de tenir un bon 10-15 minutes avec ces deux lutteurs, mais du coup on a eu un match plutôt court, c'était un peu la petite déception, mais malgré la durée, le match était très très bon, on a eu de bons segments, victoire d'Apollo Crews un petit peu sans surprise j'ai envie de dire, hein, parce qu'il vient de remporter le titre, et voilà, on s'attendait à ce qu'il ait mine de rien un petit règne sympathique quand même. Maintenant je pense que la rivalité avec Andrade est terminée, et je pense que Apollo Crews va se diriger vers de nouveaux horizons, et j'ai hâte désormais de connaître le prochain challenger pour le titre des États-Unis. J'ai pas plus d'idées que ça pour le moment, mais j'espère qu'on aura une bonne rivalité et que Apollo Crews va savoir porter ce titre et le ramener vers les sommets. Je pense qu'il a moyen de le faire et j'espère que ce sera le cas. Nous allons maintenant parler du premier match officiel de la soirée, match dans la carte principale, c'est le match pour les titres par équipe féminin. Donc on avait les nouvelles championnes, Boss and Hug Connection, Sasha Banks et Bayley, contre les Iconics et les anciennes championnes, Alexa Bliss, Nikki Cross. Honnêtement, j'ai pas accroché à ce match, voilà, j'ai trouvé ça un peu ennuyant, j'étais pas du tout à fond dedans, on a un match qui a duré 8 minutes 50, donc heureusement c'était pas trop long, mais voilà, on voit quand même que le match est beaucoup axé sur Bayley, Sasha Banks, on voit qu'il joue beaucoup sur le côté meilleur ami, voilà. On sent que la rupture est vraiment proche. Franchement, ça va arriver d'une minute à l'autre. Voilà, peut-être pas au prochain SmackDown, voilà, peut-être pas dans l'immédiat, mais d'ici SummerSlam qui devrait avoir lieu à la fin de l'été, je pense que on aura ce match entre Sasha Banks et Bayley. Pour moi, c'est du teasing tout ça. Voilà, c'est voilà, un match triple menace comme ça pour nous teaser cette future rivalité et rien de plus. Donc un match qui n'était pas exceptionnel, un finish avec Alexa Bliss qui prend le tombé. Bon, j'ai pas trop compris non plus, hein, je pense que ça aurait été pas mal de faire le tomber sur l'une des Iconics. Mais bon, match moyen on va dire. Et puis la victoire également, la façon dont ça se termine, hein, le petit paquet. Bon, moi je suis pas fan de ce genre de finish honnêtement. J'aime bien quand on a une belle fin avec une belle prise de finition, quelque chose comme ça. Là c'est vrai que bon, c'était un peu bâclé et la fin était pas très intéressante. Mais bon, un match comme je l'ai dit vraiment moyen. Et je tiens à préciser que jusqu'ici, tous mes pronos étaient bons. On va voir si ça va continuer. Ah, ensuite on arrive à cette rivalité Sheamus contre Jeff Hardy, alors rivalité très intéressante, l'une des rivalités majeures de SmackDown en ce moment, rivalité assez intense, et à ma grande surprise, je m'attendais à un match honnêtement de 8-10 minutes, voilà, je m'attendais à un match lambda, et au final on a plus de 16 minutes de combat, et franchement, grosse surprise déjà sur ce point-là. Et durant ces 16 minutes, je trouve pas qu'on s'est ennuyé, c'était vraiment intense. Le temps de domination du côté de chaque catcheur était bien réparti. Franchement, c'était une belle guerre entre les deux et on avait envie de connaître l'issue du match. Moi, ça m'a vraiment gardé à fond dedans jusqu'à la fin, mon gros point positif. Et puis voilà, cet échange de finish entre les deux, enfin de grosses prises où à chaque fois on se dit ah c'est le dernier tombé et en fait non, on voit qu'il y a du suspense et on ne sait pas quand le match va s'arrêter. Et puis on a cette Swanton Bomb à la fin du combat de Jeff Hardy où Sheamus va non pas se dégager mais mettre son pied sur la corde, ce qui va briser le compte. Et donc ensuite il va rouler à l'extérieur. Jeff Hardy va monter sur la barricade pour faire encore un saut à la Jeff Hardy, j'ai envie de dire. Et c'est là que Sheamus va le contrer avec son Brogue Kick. Il va le ramener sur le ring et va lui faire un deuxième Brogue Kick pour la victoire. Franchement c'était un match sympa à regarder. Je dis pas que c'est un match exceptionnel, mais avec la rivalité associée, c'est un beau match de pay-per-view on va dire. Et je pense que ça n'est pas terminé. Je pense qu'on va avoir une stipulation extrême entre guillemets lors du prochain pay-per-view Extreme Rules. Hâte de voir ce que ça va donner. Franchement ouais, je suis assez content de ce match mine de rien. Et donc victoire de Sheamus, ouais, encore un pronostic de bon. Est-ce un sans faute? On va voir ça ensemble. Asuka contre Nia Jax.
Asuka contre Nia Jax, 8 minutes de combat. Honnêtement, je m'attendais pas à plus parce que on a des gabarits qui sont trop différents. Voilà, Nia Jax, Asuka. On peut pas faire un match de 20 minutes avec des gabarits comme ça serait trop ennuyant. Déjà là, en l'occurrence, je trouve que le match était pas folichon. Moi je me suis un peu ennuyé durant ce match. Alors on a eu au début évidemment la domination de Nia Jax, après on a Asuka qui tente de revenir. Mais moi surtout ce que je retiens c'est cette fin quoi. Et moi je déteste les fins comme ça en pay-per-view. Alors je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aime pas les fins en petits paquets etc. Parce que c'est des fins vraiment bâclées. Là en l'occurrence je me demande si c'est pas pire à avoir une fin de match comme ça. Où on a un double décompte à l'extérieur. Où on a Asuka qui conserve sa ceinture mais sans gagner le combat quoi. Double décompte à l'extérieur, match nul. Voilà, je pense qu'il y aura un rematch du coup, hein, il a peut-être même eu lieu à Raw, je sais pas, j'ai pas encore vu les résultats. Mais voilà, c'est pas les fins de match qu'on a envie de voir en pay-per-view. Donc clairement déjà de ce point de vue là, c'est décevant. Maintenant, Asuka conserve sa ceinture, ça c'est plutôt logique. C'est ce que j'avais pronostiqué d'ailleurs. Alors là je me suis un petit peu trompé parce que j'avais évidemment pas pronostiqué le match nul. Mais j'avais pronostiqué que Asuka conservait sa ceinture. Donc voilà, on va dire que je continue dans ma lancée si vous êtes d'accord et jusque là c'est un sans faute hein, parce que je pense que vous n'êtes pas nombreux à avoir pronostiqué le match nul donc c'était difficilement pronosticable mais ce qu'il faut retenir hein, c'est surtout que Asuka est toujours championne et j'ai envie de dire un peu heureusement en ce moment que Asuka est toujours championne donc voilà pour ce combat, rien d'autre à ajouter, passons au match suivant. Match suivant, Braun Strowman contre le Miz et Morrison. Et avant que le match commence, une question que de nombreux fans se posaient, c'est que se passe-t-il si Miz et Morrison remportent le match? Qui est champion? Est-ce qu'ils sont co-champions? Est-ce que c'est l'un des deux qui est champion? Eh bien, on a eu l'explication en backstage juste avant que le combat commence. Et Miz et Morrison l'ont découvert en même temps que nous. Si l'un des deux fait le tomber sur Braun Strowman, c'est celui qui a fait le tomber qui devient champion et pas l'autre. Et visiblement, on voit que ça a un petit peu chamboulé leur plan quand même, hein, ils s'attendaient pas à ça. Donc bon, ils font style, ouais, pas de soucis, ça pose pas de problème. Mais on voit quand même sur leur visage que, voilà, ils s'attendaient pas à ça. Et donc après, ils ont beaucoup joué là-dessus hein, sur le match. On aura notamment des mésententes hein, entre Miz et Morrison. Miz qui va notamment briser un compte de Morrison parce qu'il voulait pas évidemment que Morrison devienne champion. Parce que sinon, voilà, il perdait cette opportunité de devenir champion. Donc logique, il n'a pas envie que son pote, malgré que ce soit son pote, fasse le tomber. Et ma grosse crainte, c'était que ce soit un match avec une domination de A à Z de Braun Strowman sur Miz et Morrison. Et au final, ça va. Franchement, Miz et Morrison ont eu le temps d'avoir de bons spots, il y a eu de bons segments. Bon, moi je suis pas fan déjà de base des matchs handicap, donc voilà, je m'attendais pas à quelque chose de grandiose, mais franchement j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Et puis Braun Strowman évidemment qui va reprendre l'avantage en fin de match, après justement cette mésentente entre Miz et Morrison, et qui va faire son power slam pour la victoire. Et donc Braun Strowman toujours champion universel, sans surprise, hein, là aussi c'est ce que j'avais pronostiqué. Ça me semblait vraiment peu probable que Miz et Morrison remportent ce titre, du moins dans un match handicap comme ça. Je le voyais vraiment pas, donc voilà, mais un bon match, enfin un bon match sympathique on va dire à retenir de ce backlash. Donc pour conclure, un match que j'ai trouvé divertissant, qui n'est pas exceptionnel mais divertissant, où j'ai passé un bon moment. Drew McIntyre contre Bobby Lashley, là honnêtement pour moi c'était la surprise de la soirée. J'avais pas d'attente du tout pour ce match, je crois d'ailleurs que j'en avais parlé dans ma vidéo prono. Et ce match m'a beaucoup surpris, franchement je m'attendais pas du tout à un match comme ça. J'ai trouvé que la répartition de la domination dans le match était bien faite. Honnêtement jusqu'au dernier moment je me suis dit Bobby Lashley est capable de remporter le titre. Alors que, avant que le match ait lieu, jamais j'aurais pensé ça. Pour moi, c'était une certitude, Drew McIntyre allait gagner. Et là, ça m'a mis le doute, honnêtement. Donc le match était vraiment bien construit. MVP aux abords du ring aussi. On se dit, voilà, ça peut jouer. Ils peuvent se servir de MVP pour coûter la victoire à Drew McIntyre. Et puis, donc voilà, en ce qui concerne l'enchaînement des prises, etc., le contenu du match, c'était vraiment un bon match avec des prises sympas. J'ai passé un bon moment. La fin de match par contre, là, j'ai envie de dire c'est toujours pareil en fait. On voit Lana arriver, et quand on voit Lana arriver, on se doute que il va y avoir une couille, hein, tout simplement, dans cette fin de match. On sait que elle va coûter le match à Bobby Lashley. C'était une évidence. Quand je l'ai vu arriver, on la voit monter sur le tablier, et là Bobby Lashley qui la regarde, Lana qui essaye de négocier avec l'arbitre, enfin... C'est tellement prévisible quoi. Et donc là évidemment ensuite on a Bobby Lashley qui va faire tomber Lana qui va tomber sur MVP à l'extérieur, et donc Drew McIntyre qui va en profiter pour faire son Brogue Kick sur Bobby Lashley pour la victoire.
Voilà, encore une fois, Lana a coûté le match à Bobby Lashley et donc je pense évidemment qu'on va avoir maintenant une storyline entre Bobby Lashley et Lana, la fin de l'histoire d'amour entre Bobby Lashley et Lana. Je pense qu'on en y approche à grands pas parce que mine de rien, elle vient quand même de lui coûter un match pour le titre de la WWE, peut-être l'opportunité de sa carrière. Donc voilà, je pense qu'ils vont vraiment axer la suite du scénario de ce côté-là. Et je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que je pense qu'on en a tous un petit peu marre de ces histoires avec Lana, histoire d'amour là, Lana qui vient s'en mêler à chaque fois. Enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, j'ai plus envie de voir ça. J'aurais bien aimé avoir une fin de match clean entre McIntyre et Lashley, mais ce n'est pas le cas. Et je sais plus si je l'ai précisé, mais on a quand même 13 minutes de combat. C'était pas trop court, pas trop long. Je pense que c'était vraiment la durée idéale. Non, franchement, ils ont vraiment bien joué sur ce combat. Et moi, je m'attendais encore une fois pas à ça. Et belle surprise. Alors maintenant, le match ajouté à la dernière minute, les Viking Raiders contre les Street Profits. Et là, j'en avais parlé dans ma vidéo prono. Je vous avais dit pay-per-view particulier parce que pour la première fois depuis WrestleMania 36, on n'a pas de match cinématographique. Et bah voilà, il fallait qu'ils en ajoutent un à la dernière minute en fait. Et ce match était en fait un match totalement monté. Bon, honnêtement, c'était divertissant, je vais pas vous mentir, c'est moi j'ai passé un bon moment devant. Maintenant c'est pas un match de catch, c'est vraiment du comedy wrestling comme on appelle ça. C'est-à-dire que c'est pour amuser la galerie et c'est loin d'être un match de catch, clairement. Donc au début on a les Street Profits qui vont se battre avec les Viking Raiders, et puis ensuite ils vont arriver sur le parking, et puis là on a un gang de motos qui va arriver avec Akira Tozawa, et on va avoir les Street Profits et les Viking Raiders qui vont s'assembler ensemble. Et je sais plus comment ils ont appelé le clan, leur association, ils ont dû appeler ça les Viking Profits, ouais, je crois, si je me trompe pas. Et donc ils se sont mis ensemble pour affronter justement toutes ces personnes en moto, et donc ils vont prendre le dessus. Et puis là on a des effets audio rajoutés au montage avec des gros bruits de coups de poing de ninja, etc. On voit quand même que c'est monté de A à Z, là franchement ça saute aux yeux. Et puis ensuite on a un gros ninja géant qui va arriver et qui va les faire fuir. Il va ensuite tomber dans une benne à ordures, et là on aura ensuite une tentacule qui viendra leur faire peur, etc. Franchement ça sort de nulle part, hein. Clairement ça sort de nulle part. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment un match cinématographique, mais là du début à la fin. Et là c'est autant le match avec le Taker et Styles, voilà, on était dans des trucs assez réalistes. Là, la tentacule, waouh, où est-ce qu'ils ont été piocher ça? Je sais pas d'où ça vient cette idée, mais c'était très bizarre. Donc je sais pas s'il y aura une suite à ce scénario, mais en tout cas, moi je l'ai clairement pas vu venir, et voilà, hyper surprenant quoi. N'hésitez pas à me partager votre avis d'ailleurs dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match entre les Viking Raiders et Street Profits, et puis surtout cette fin avec la tentacule là? Moi j'ai absolument rien compris. Ça y est les amis, on y arrive. Randy Orton contre Edge, le plus grand match de l'histoire de la WWE. Alors est-ce réellement le cas? Est-ce que ce qu'ils avaient annoncé a eu lieu? Est-ce qu'on a assisté au plus grand match de l'histoire? Eh bien je vais en parler avec vous. On a un match qui a duré 44 minutes. Et donc là, je m'y attendais un peu honnêtement. Je m'attendais à ce qu'ils misent sur la durée du match pour en faire le plus grand match de tous les temps. Et puis c'est le cas, hein, généralement. C'est rarement un match de 10 minutes qui est jugé comme le meilleur match de tous les temps. Donc il fallait un match relativement long. Maintenant, 44 minutes, est-ce que ce n'est pas trop long? Alors honnêtement, moi j'ai trouvé que le début de match, il avait un peu du mal à s'installer, le rythme avait du mal à s'installer, c'était un peu lent au début je trouve. Alors c'était très technique, on voyait aussi que c'était vraiment, l'idée c'était de prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire. On avait vraiment des jeux de regard également entre Edge et Orton. J'ai pas parlé également et j'ai adoré, c'est la mise en scène de ce combat au début du match, où on a premièrement l'entrée de Randy Orton, ensuite l'entrée de Edge. Et puis on a ce micro du Madison Square Garden, micro emblématique de la vieille WWE qui descend avec le micro. Et la voix de Howard Finkel pour présenter Randy Orton et Edge. Franchement, la nostalgie était complètement présente, et bel hommage à Howard Finkel, j'ai beaucoup aimé. Même les jeux de lumière, hein, la salle qui est plongée dans le noir, puis la lumière qui se rallume sur Edge au moment de sa présentation. C'était super beau. Le tapis de ring aussi qui était bleu. L'arbitre Charles Robinson qui était vêtu d'une chemise bleu ciel avec le nœud pape comme à la bonne vieille époque. Franchement,
c'était bien, c'est des petits détails, hein, mais honnêtement pour moi ça avait beaucoup de charme et ça a apporté une belle touche à ce match, donc franchement gros point positif. Et donc ouais, je disais le début du match un petit peu long à s'installer. Après ça a commencé à venir, on a eu des segments assez sympas, on a eu cette ouverture de Randy Orton où là c'était franchement assez violent aussi, hein. Il a quand même bien saigné notre ami Orton. Du côté des spots, on a eu des spots sympas, ils sont allés à l'extérieur sur la table des commentateurs. On a eu aussi Randy Orton qui chuchotait à l'oreille de Edge, vraiment un match beaucoup axé également comme je l'ai dit, hein, sur la psychologie. Franchement on voyait qu'il y avait une rivalité derrière, c'était pas juste un match comme ça, c'était assez bien construit dans l'ensemble. Moi j'ai passé un bon moment durant le match. Alors après en conclusion, je ne dirais pas que c'est le plus grand match de l'histoire, honnêtement. J'ai toujours une préférence par exemple pour le Taker Michaels de Mania 25, j'ai préféré ce match à celui-ci, mais on peut pas dire que c'était un mauvais match et c'est le risque, hein, c'est le risque. On annonce le plus grand match de l'histoire, l'annoncer à l'avance. Moi honnêtement je le ferai pas quoi. On peut pas, un match comme ça s'improvise pas, sinon on en ferait toutes les semaines. Clairement on peut pas dire voilà le match que vous allez voir là ça va être le plus grand de l'histoire. Pour moi c'est mission impossible, et puis encore une fois on peut pas satisfaire tous les fans, c'est clairement pas possible non plus. Donc pour moi c'était quasiment mission impossible de dire ce match là sera le plus grand de l'histoire. Donc je partais à l'avance avec l'état d'esprit que voilà, ce match n'allait pas être le plus grand de l'histoire. Donc pas de déception pour ma part. On a eu un bon match, pour moi il a répondu à mes attentes, donc c'est très très bien. Une belle manière de conclure ce pay-per-view. Franchement, on peut pas reprocher non plus grand chose à ce match. Ok, c'est pas le plus grand match de l'histoire, mais c'était pas non plus un mauvais match quoi. Donc clairement, le pay-per-view finit d'une belle manière avec la victoire de Randy Orton. Un truc que je voulais aborder avec vous également, c'est évidemment cette blessure de Edge, parce que Edge a été blessé durant ce combat. Malheureusement, ça a été confirmé par la WWE ce matin officiellement. Edge a été blessé au triceps, il a eu un triceps déchiré durant le combat. Alors je crois que c'est durant la projection dans les escaliers que réalise Randy Orton à l'extérieur. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il doit mal se réceptionner sur son triceps. Donc je sais pas comment il a fait ça. Mais en tout cas il se serait déchiré le triceps, et c'est même pas il se serait, c'est que c'est le cas. Il a eu le triceps déchiré et il a déjà été opéré, hein, parce que je rappelle que ce match a été enregistré à l'avance. Il a déjà été opéré et malheureusement Edge va devoir s'absenter des rings pour une période de 6 à 9 mois, le temps de se rétablir de cette blessure. Donc on ne reverra pas Edge d'ici la fin de l'année et pas avant l'année prochaine. Donc ça c'est vraiment la grosse déception évidemment. Mais voilà, malheureusement il est plus dans ce rythme de catcheur à temps plein. Donc le risque d'une blessure est d'autant plus présent. Et voilà, ça peut arriver malheureusement. Le pauvre, il vient de revenir, il est déjà sur la touche. Voilà, c'est les risques du métier, hein, comme on dit. Et c'est quand même une mauvaise nouvelle, hein, je trouve, parce que tout le monde commençait à s'y faire, n'empêche, à voir Edge de retour à la WWE. Et là maintenant il va falloir s'habituer à ne plus le voir. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, donc il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter un bon rétablissement. Pour cette fin de match, victoire de Randy Orton, hein, et je tiens à dire que mis à part le match nul de Asuka, j'ai quand même fait un sans faute pour les pronos, donc petite fierté, j'avoue, petite fierté, parce que c'est très rare que ça m'arrive, donc là très clairement, quand c'est le cas, faut que je le dise. Donc voilà, petite fierté pour ces pronos. Je pense que j'ai tout dit, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc c'est ainsi les amis que cette vidéo va s'achever pour cette review de Backlash. J'espère que ce pay-per-view vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi, hein, à partager votre avis dans les commentaires juste en dessous, c'est très important. J'espère également que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez le pouce bleu. Merci à tous encore une fois pour votre fidélité. On est bientôt près de 85 000 sur cette chaîne, c'est incroyable. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Hey bye tout le monde!